c'est vrai que le modèle suédois de ce côté-là est très intéressant. Une sage-femme par femme enceinte, ça pourrait... Alors c'est vrai qu'en France on est plutôt à une sage-femme pour 4, 5, 6 femmes enceintes, donc c'est énorme. Alors on va nous dire que ça va coûter de l'argent, que ça va coûter des moyens. C'est vrai, mais est-ce qu'on a envie de laisser ce chiffre malheureusement péricliter, cette situation pourrir d'une certaine façon, ou au contraire est-ce qu'on a envie d'investir dans la santé de plusieurs générations? Parce que c'est aussi ça, c'est la santé des mères, c'est la santé de leur bébé, et etc. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Pourquoi les petites maternités de province disparaissent? Pourquoi les maternités des CHU sont engorgées? Pourquoi les financements comme les médecins et sages-femmes manquent à l'appel? Quelles sont les conséquences sur la santé des femmes et des nouveau-nés? Pourquoi la mortalité infantile progresse-t-elle en France, 7e puissance mondiale, se classant en 2024 à la 23e place sur 27 pays européens? On aborde aujourd'hui un livre que je n'ai d'abord pas voulu ouvrir car je savais qu'il nous ferait peur, mais je me suis ravisée car c'est surtout un livre militant qui nous invite à défendre notre droit à accoucher en toute sécurité pour la santé de nos bébés et la nôtre. 4,1, le scandale des accouchements en France, paru aux éditions Buchet-Chastel, c'est une enquête sur l'effondrement de notre système de santé et en particulier du secteur périnatal. Anthony Cortès, co-auteur de cette enquête avec Sébastien Lurquin, est journaliste d'investigation pour l'Humanité. Et au-delà du constat alarmant que ce livre dresse, il nous éclaire sur les critères à prendre en compte au moment de choisir la maternité où on va accoucher. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro. Merci à vous. Toi et Sébastien, ton ex-coloc et ami journaliste, vous avez choisi de titrer votre enquête sur un chiffre, celui de la mortalité infantile en France, donc 4,1 décès pour 1000 naissances. Est-ce que tu peux commenter cette donnée et nous expliquer pourquoi elle doit nous inquiéter? Alors 4,1, donc c'est le taux de mortalité infantile. La mortalité infantile, c'est en gros la mort avant le premier anniversaire. En France, donc c'est 4,1 décès pour 1000 naissances vivantes et ça équivaut à 2800 vies chaque année qui sont malheureusement perdues. Et nous, on a décidé de mettre 4,1 en titre, en gros, sur un fond rouge, parce qu'on voulait justement donner corps à ce chiffre. On voit souvent des chiffres passés qui viennent de rapports de l'INSEE, de rapports de l'INED, ça passe comme ça fait l'actualité, mais on s'arrête pas vraiment là-dessus, sauf que derrière ces données-là, il y a des vies brisées, il y a des familles endeuillées, et surtout, au-delà de ça, il y a aussi toute une crise globale de la société, de notre système de santé, et donc on a voulu humaniser ce chiffre en donnant la parole aux parents et d'une certaine façon aux enfants qui n'ont pas eu le temps malheureusement d'apprendre à parler. Alors si on met en perspective ce chiffre avec les décennies précédentes, quelle est l'évolution ? Alors c'est en augmentation depuis 2020, d'abord pour parler de cette décennie-là. On était à 3,5 si je me trompe pas, oui c'est ça, en 2020, maintenant on est à 4,1. Et si on prend un peu plus de recul, alors c'est vrai on pourrait relativiser d'une certaine façon en disant 4,1 c'est pas si terrible entre guillemets, parce que dans les années 70 par exemple on était à 18 pour 1000, sauf que normalement voilà la médecine et notre offre de santé s'est développée, donc on devrait devrait plutôt tendre vers zéro, et pourtant ça réaugmente depuis, on l'a dit depuis 2020, mais aussi depuis le début des années 2000, donc on reparlera certainement des raisons, mais voilà, on voit d'une certaine façon malheureusement nos vieux démons qui reviennent, peut-être aussi parce qu'on n'a pas assez préservé notre système de santé qui nous était si précieux. Oui, quel était le chiffre dans les années 90-2000? On était beaucoup plus bas. En 98, on était à 4,5, puis peu à peu ça a baissé, autour de 3, un tout petit peu au-dessus de 3, et puis c'est reparti à la hausse peu à peu. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu des montagnes russes d'une certaine façon. Alors
On peut l'expliquer de plein de façons. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les années 70, donc comme je disais, 18 pour 1000, il y a eu une réponse du ministère à l'époque, du ministère de la Santé publique, comme il s'appelait, de fermer par exemple les petites maternités qui étaient jugées dangereuses. Et c'est vrai que c'était le cas, parce que parfois on procédait à 2-3 accouchements par an. Donc oui, c'était pas viable. Donc voilà, on a coupé d'une certaine façon les branches qui étaient vraiment fragiles. Et donc on est allé vers une amélioration. Ce qu'on pose comme questionnement d'une certaine façon, c'est est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans cette logique-là? Parce que en fait, à la fin des années 90, il y a des décrets qui sont publiés en 1998 pour mettre un seuil. Donc en dessous de 300 accouchements, on ferme les maternités. Donc on pourrait se dire bon, pourquoi pas, c'est une politique qui a fait ses preuves, donc poursuivons. Le problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi au maillage territorial, à l'implantation des maternités, et surtout on n'a pas mis au centre la question de l'égalité d'accès aux soins. Et donc on a éloigné peu à peu les femmes des maternités, et donc on a accru malheureusement les risques pour elles et pour leur bébé. Parce qu'il y a un vrai décrochage de la France. Là, on est à peu près au niveau de la Croatie, c'est ça? 24 sur 27, c'est fou quand on sait qu'on est une puissance mondiale. Complètement. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous a absolument choqués, parce qu'on est parmi les mauvais élèves européens. On est juste devant la Bulgarie qui est en train de nous rattraper, alors que la Bulgarie, voilà, c'est un pays qui avance et qui progresse, mais normalement qui est un pays qu'on peut pas mettre vraiment dans la même catégorie en termes d'accès aux soins que la France. Et pourtant, là, ils arrivent, ils sont à 4,5 pour 1000, si je me trompe pas. Nos scores se dégradent à tel point qu'on est au même niveau que la Croatie, c'est ça, alors que là aussi, on est distancé largement. C'est vrai qu'au début des années 2000, on était dans le top 3, par exemple, et on a complètement décroché. On a une trajectoire complètement unique en Europe. On a le taux de mortalité infantile qui augmente, notre natalité qui baisse, et ça, c'est deux chiffres contradictoires. Voilà, deux chiffres contradictoires, et voilà, on est vraiment les seuls. On fait moins de bébés, mais il y a plus de bébés qui décèdent avant la première année. Et d'ailleurs, certains médecins nous ont dit pendant notre enquête, imaginez si notre natalité ne baissait pas. Le chiffre que ce serait, on ne serait pas malheureusement à 2800, on serait bien au-delà. Alors, quel constat concrètement vous avez fait à propos de la prise en charge des patientes et de leurs bébés? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? D'abord, d'une certaine façon, un manque d'humanité, de personnalisation aussi des soins, d'écoute. C'est vrai que malheureusement, plus on avance, plus on observe que les structures accueillent beaucoup de femmes, donc il y a une sorte de traitement à la chaîne. C'est triste à dire, mais c'est vrai que c'est les mots qui nous sont souvent revenus de la part des mamans. C'est voilà, cette façon-là de ne pas être écouté, de ne pas mettre leur désir au centre aussi, et aussi au-delà, c'est de voir les sages-femmes qui courent à droite, à gauche, qui n'ont pas le temps de s'arrêter, qui n'ont pas le temps de demander comment allez-vous, parfois même d'échanger 2-3 mots, ça fait du bien, ça soulage, ça libère, et même ça on n'a pas le temps, et d'ailleurs c'est quelque chose qui nous est aussi revenu du côté des sages-femmes, c'est que les sages-femmes, soit elles ont été mamans, soit elles aspirent à l'être, donc elles aimeraient être à la hauteur d'une certaine façon, et elles font tout pour l'être, et voilà, on peut pas leur reprocher, mais elles aussi ont le regret de ne pas apporter la personnalisation que les femmes attendraient, et d'ailleurs c'est ce qu'on attendrait tous d'un modèle pérenne, c'est de mettre l'humain au centre, et on en est loin malheureusement. Et comment cette surcharge du travail des sages-femmes impacte la santé des nouveau-nés, puisque c'est le sujet du livre? À quel moment ça peut créer les conditions justement d'une mauvaise prise en charge, ou d'un bébé qui est en mauvaise santé et qui va pas survivre? D'abord parce que en n'ayant pas le temps, en ne passant pas beaucoup de temps malheureusement avec les femmes, et donc en n'étant pas à l'écoute, même si c'est une situation subie, on peut passer à côté de certains symptômes, on peut passer à côté de certains faits avant-coureurs, et donc forcément peut arriver une complication qui pourrait être bénigne si elle était traitée à temps, et malheureusement elle ne l'est pas, et surtout nous on fait le récit de nuits de tristesse dans ce livre-là, même si on propose aussi des solutions pour éclaircir le truc. Mais par exemple, on a cette nuit une sage-femme qui s'appelle Julie, et qui nous explique que alors que elle est censée faire accoucher une femme, elle n'a pas le temps. Il y a 6 autres accouchements qui doivent être faits dans la nuit. Il y a toutes les rythmes cardiaques à surveiller, et donc elle passe à côté. Une fois, elle passe à côté, et elle s'en voudra toute sa vie. Alors que s'il y avait assez de sages-femmes, comme en Suède par exemple, où en Suède c'est
c'est une sage-femme par femme enceinte, elle l'aurait vu, elle aurait mis en place le protocole, elle aurait appelé le médecin de garde qui serait arrivé, et tout se serait bien passé, sauf que malheureusement ça s'est mal passé, et cet enfant n'a pas survécu. Donc voilà à quel point ça peut malheureusement très mal se passer pour cette raison-là, par manque d'investissement, parce que c'est aussi ça, on ne veut pas mettre le personnel adéquat pour que les femmes puissent être en sécurité, en totale sécurité. Est-ce qu'il est là le point clé, la mesure la plus urgente, c'est de remettre plus de sages-femmes dans ces grosses maternités? Après, votre enquête est beaucoup plus complexe que ça. Elle montre qu'il y a aussi ce problème d'équilibre entre les gros CHU et les petites maternités qui ont tendance à fermer ou à lutter pour rester ouvertes. Ouais. Comment expliquer de façon simple ce problème d'équilibre entre petites et grosses maternités, sécurité dans les grosses où il y a trop de monde et sécurité dans les petites où il n'y a pas assez de monde? Quelles solutions peuvent se dessiner? Quelles sont les mesures à prendre pour résoudre cette équation impossible? C'est vrai que c'est une équation difficile à résoudre, surtout qu'on est souvent face à des débats très dogmatiques, avec d'un côté les partisans des petites maternités et de l'autre des grandes. C'est-à-dire que certains disent les petites sont beaucoup trop dangereuses, et au contraire d'autres les grandes le sont parce que ce sont des usines à bébés, parce qu'il y a des cadences infernales et parce qu'il n'y a pas de personnalisation. Je pense qu'il y a un entre-deux à trouver, et cet entre-deux à trouver, il ne peut passer que par une refonte du maillage territorial. Ce maillage territorial-là, on l'a un petit peu oublié au début des années 2000, et surtout on a oublié le désir premier des femmes, c'est celui d'avoir une maternité à proximité, parce que d'abord on se sent beaucoup plus en sécurité en sachant qu'on ne va pas faire 1 heure de route pour aller accoucher, et puis par ailleurs pour les territoires c'est aussi très important d'avoir une maternité, comme ça peut être important d'avoir une école, etc., etc. Donc c'est une question de vie, ces territoires-là, et d'égalité d'accès aux soins pour toutes, question qu'on n'a pas malheureusement pas assez posée. Et puis surtout c'est aussi un critère reconnu sanitairement que oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est important de ne pas être trop loin de sa maternité en cas de complications, etc. Exactement, c'est un critère qui doit être pris en compte au-delà du désir des femmes. Complètement, il y a des études scientifiques qui montrent que le taux vous le montrez bien dans l'enquête. Que le taux de mortalité peut doubler en cas de trajet supérieur à 45 minutes. Voilà. Donc voilà. Et puis le fait de revoir ce maillage-là, ça permettrait aussi de désengorger les plus grandes structures, les plus grandes maternités, et donc là aussi de réduire les risques, forcément. Ensuite, une fois qu'on aura revu ce maillage-là, tout en ayant veillé à ce que les maternités qu'on aura peut-être soient rouvertes, soient pérennisées, qu'elles fassent assez d'accouchements pour qu'il y ait des conditions de sécurité. Ensuite, il faudra réfléchir à la question du personnel. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il faut créer des vocations, ou est-ce qu'il faut distribuer d'une certaine façon les ressources dans les différentes maternités, dans les différents territoires? Ça, c'est un autre débat. On va pas forcément entrer là-dedans, mais c'est vrai que le modèle suédois de ce côté-là est très intéressant. Une sage-femme par femme enceinte, ça pourrait... Alors c'est vrai qu'en France on est plutôt à une sage-femme pour 4, 5, 6 femmes enceintes, donc c'est énorme. Alors on va nous dire que ça va coûter de l'argent, ça va coûter des moyens. C'est vrai, mais est-ce qu'on a envie de laisser ce chiffre malheureusement péricliter, cette situation pourrir d'une certaine façon, ou au contraire est-ce qu'on a envie d'investir dans la santé de plusieurs générations? Parce que c'est aussi ça, c'est la santé des mères, c'est la santé de leurs bébés, et etc. C'est un cercle vertueux qu'on pourrait créer par des moyens. Mais ensuite, à partir de ces différentes solutions-là, on peut aussi se poser la question de mettre en place un registre de naissance. Et ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, un registre de naissance, c'est quelque chose qui existe dans les pays scandinaves. C'est un ensemble de données statistiques des différentes maternités pour savoir pourquoi ça se passe bien, mais aussi pourquoi ça se passe mal, c'est-à-dire quelles ont été les complications observées. C'est tout un ensemble de rapports en fait statistiques, médicales, sociologiques, démographiques, épidémiologiques. En fait, on met tout ça en commun d'une certaine façon, on fait travailler ces statistiques, et c'est vrai que d'ailleurs autant de la big data c'est pas forcément bien très sûr. compliqué. Mais ça n'existe pas déjà? Et ça n'existe pas en France. Non, ça existe parce que c'est difficile de mettre en réseau toutes les maternités? C'est ça, exactement. En fait, il y a des statistiques en France, mais elles existent chacune en silo d'une certaine façon, et elles communiquent pas. Voilà, c'est ça. Et donc ça permet pas d'avoir un état des lieux complet. On ne sait pas dans quelle maternité c'est plus dangereux d'accoucher ou pas, ni dans quel territoire, pour quelles complications, est-ce qu'il y a une mauvaise prise en charge médicale à certains moments, comment les femmes vivent ou subissent leur accouchement, tout ça on ne sait pas, comme si on ne voulait pas voir. Et c'est pour ça qu'on amène ce registre de naissance là peut-être comme la première pierre d'une certaine façon, parce que
Si on n'a pas de constat, comment on fait pour agir ensuite? Et surtout... Donc ce serait un méga registre de data uniformisé, comme il y a eu le cas pour le cancer du sein où plein de cliniques se sont... Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et ça permettrait d'objectiver les choses et donc de trancher certains débats. Parce que, encore une fois, aujourd'hui... Oui, de prendre les bonnes mesures. Voilà, et aujourd'hui, il y a trop de débats dogmatiques avec des personnes qui sont trop sûres de leurs constats, alors qu'elles ne s'appuient malheureusement sur rien. Donc voilà, ça pourrait être une première pierre. Mais comme tu le vois, là, on a énuméré différentes solutions. C'est un problème qu'on ne peut pas régler avec une solution magique, d'où l'importance qu'il y ait une mobilisation générale des acteurs publics pour qu'ils prennent ce problème par tous les bouts. Est-ce que derrière tout ça, il y a aussi un problème de communication et d'homogénéisation entre public et privé ? Il y a aussi ça, c'est vrai que on parle des rapports entre le public et le privé dans ce livre parce que normalement, en tout cas en France, ça a longtemps été le cas, il y avait le public et le privé marchaient de façon complémentaire. Et c'était toute notre richesse parce que il y avait une offre publique accessible pour tout le monde et puis il y avait le privé pour celles qui avaient envie d'opter pour tel ou tel mode d'accouchement, je sais pas, tel ou tel médecin, enfin voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Sauf que de plus en plus, le privé se désengage malheureusement parce que le privé juge que l'accouchement n'est pas un acte assez rentable. Ça, c'est tristement vrai. Hein. C'est quand on regarde les tarifs qui ont été imposés, c'était au début des années 2000, les tarifs de remboursement des actes. L'accouchement est par exemple 3 fois moins remboursé qu'une pose de prothèse de hanche, par exemple. Et donc, ils préfèrent se tourner vers la chirurgie plutôt que l'accouchement. Parce que voilà, ça c'est rentable, il faut bien rémunérer les actionnaires, etc., etc. Donc on voit là aussi un désengagement. Je crois que c'est 70% des maternités privées, qui ont fermé depuis les années 70 également. Et donc ça assèche des territoires, ça empêche les femmes d'accéder aux soins dont elles voudraient bénéficier. Et donc le public se retrouve là aussi à devoir éponger toute cette masse, malheureusement, c'est horrible de parler comme ça, mais c'est vrai, c'est des flux. Oui, toutes ces maternités qui ferment, ça engorge un CHU, un hôpital public. Exactement, et des hôpitaux publics qui, malheureusement, sont sous-dotés, sous-financés, mais eux, par contre, ne peuvent pas fermer pour aller vers d'autres activités plus rentables. Donc, en fait, on est face à un effondrement global de tout le système, avec malheureusement, et c'est la première faute, un État qui ne veut pas assez investir là-dedans. Et d'ailleurs, on le voit avec, on va pas forcément parler de finances, mais on le voit avec le prochain budget qui est en train de se préparer, avec 40 milliards d'économies, et on parle déjà de... C'est contradictoire si on veut relancer la natalité, non ? Complètement, c'est vrai, c'est complètement ça. C'est vrai que quand on entend Emmanuel Macron avec son discours martial de parler de réarmement démographique, on entendrait des moyens. Alors bon, qu'il choisisse mal ses mots, c'est une chose, mais s'il met des moyens pour l'hôpital public, bon pourquoi pas, et pour les maternités, mais sauf que c'est pas le cas. Hein. Il y a des mots d'un côté, il y a une grande communication, il y a une mobilisation générale, et même avec quand ce chiffre-là a été divulgué, la ministre de la Santé elle-même a dit je prends toute la gravité de ce sujet à bras le corps, je vais amener des actions concrètes, etc., etc. Mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de choses mises en place. Et d'ailleurs, il y a eu un plan des 1000 premiers jours qui a été mis en place. Mais là aussi, malheureusement, c'est beaucoup d'incantations, beaucoup de communication en disant oui, nous allons préserver et renforcer la prévention. Mais sauf que dans les faits, quand on regarde les centres de protection maternelle et infantile, par exemple, n'ont pas plus de moyens. Ils sont toujours en train de couler. Donc oui, il faudrait qu'on sorte un petit peu de la communication pour aller vers les actes, oui. Si on essaie d'orienter les futurs parents, les futures mamans qui se demandent où accoucher, il y a souvent ce débat donc public-privé. Est-on mieux servi d'un point de vue de la sécurité ou de la prise en charge dans le privé que dans le public ou non ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? C'est vrai que dans le privé, il y a des conditions de sécurité qui sont optimales d'une certaine façon parce que elles sont moins sujettes au flux, dans le sens où elles se permettent davantage d'orienter les femmes vers le public, par exemple, quand elles n'ont pas les capacités simplement de leur amener un accompagnement personnalisé. Donc on pourrait se dire quand il y a une grossesse à risque, par exemple. Voilà, par exemple. Donc on pourrait se dire oui, c'est beaucoup plus. On peut être beaucoup plus sereine en allant vers les maternités privées. Alors le problème, c'est que elles sont de plus en plus rares et les incidents sont aussi notables du côté du privé, malheureusement. Du côté du public, tout dépend le type de maternité. C'est-à-dire qu'une maternité de type 3,
on risque à peu près rien parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut. Par exemple, pour parler des cas les plus extrêmes, s'il y a besoin d'une réanimation dans les maternités type 3, c'est suréquipé, tout va bien. Donc, en fait, je pense qu'on peut mettre d'une certaine façon un signe égal entre les maternités publiques de type 3 et les maternités privées, avec ces mêmes conditions de sécurité. Là où c'est peut-être plus dangereux, ou en tout cas plus risqué, c'est les maternités publiques de type 1, qui sont souvent les maternités en ruralité, enfin en tout cas plus reculées, avec moins de moyens, pas de matériel de réanimation par exemple. Donc oui, et là c'est un peu plus risqué. C'est vrai qu'on pourrait peut-être uniformiser. Tout à l'heure on parlait du maillage territorial, mais aussi on pourrait parler de repenser cette disposition, disons, un type de maternité pour que chaque maternité offre un minimum de possibilités de répondre à tous les cas, notamment les plus complexes. Mais alors après, je tiens à rassurer quand même malgré tout, c'est-à-dire que même si on parle de ce chiffre-là et de ce constat alarmant, on accouche quand même majoritairement en sécurité en France, quel que soit l'établissement. Oui, ça reste un chiffre qui est minoritaire, mais c'est un peu contradictoire entre si je vais près de chez moi et que j'habite pas dans une grande ville, je serais peut-être dans une maternité publique de type 1 ou 2. Si j'habite dans une grande ville, je vais dans une grande maternité qui sera peut-être engorgée. Bon, si c'est type 3, comment les futurs parents, selon là où ils habitent, peuvent se poser les bonnes questions? Quels critères ils peuvent aller regarder, puisqu'il n'y a pas de registre global qui donne les statistiques? Qu'est-ce qu'ils peuvent aller regarder de la maternité qu'ils envisagent pour se dire, OK, là, on va être en sécurité, ou il n'y a pas trop de turnover de médecins, d'anesthésistes? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? C'est vrai que, alors il y a tout un ensemble de critères à observer. D'abord, oui, du côté du personnel, c'est intéressant, c'est important, c'est une donnée qui n'est pas assez mise en avant, mais est-ce que c'est assez doté en sage-femme, par exemple? On peut trouver cette donnée-là? Oui, je pense. Oui. Alors il faut se tourner vers les syndicats de sages-femmes, et c'est vrai que c'est répertorié. Et puis il y a souvent des retours sur les différentes maternités. Enfin, tout ça est accessible. Alors il faut faire, c'est vrai, un sacré effort pour accéder à cette donnée-là, mais c'est accessible. C'est-à-dire, on y accède comment et où? Il faut se tourner vers les syndicats, les organisations de sages-femmes. Sur leur site internet, parfois elles font aussi des études, donc elles sont toutes répertoriées sur leur site internet. D'accord, donc le syndicat national, par exemple, des sages-femmes peut potentiellement avoir un classement des maternités? Oui, alors le classement, il y a des classements qui sont établis, notamment par un hebdomadaire qui s'appelle Le Point, mais alors après, c'est des critères. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Voilà, c'est toute la question, tout dépend des critères, quoi. Tout dépend des critères qu'on prend, mais le premier critère pour moi, c'est vraiment les ressources humaines, c'est-à-dire que et la stabilité des équipes. Et ça, par exemple, l'hebdomadaire Le Point ne le prend pas en ligne de compte. Alors que quand on regarde les maternités qui sont déjà largement à flux tendu, c'est aussi celles qui embauchent le plus d'intérimaires. Le problème, c'est que quand il y a des intérimaires, c'est là où malheureusement peut arriver des incidents. D'ailleurs, il y a un rapport. Le chapitre là-dessus est troublant. Ouais, d'ailleurs, il y a un rapport qui dit qu'un tiers des événements graves observés en France viennent quand des équipes sont instables et en présence d'intérimaires. Donc ça, c'est une première donnée à observer. Pour moi, le deuxième critère, c'est est-ce que en termes d'équipement, tout est là pour répondre à tous les cas? Et là, là, j'inviterais plutôt à aller vers des maternités de type 3. Au-delà de ça, le problème, c'est que est-ce qu'on peut vraiment choisir aujourd'hui en France, quoi? Est-ce qu'on peut vraiment choisir une maternité qui répondra totalement à nos besoins? Le plus souvent, on fait avec ce qu'il y a autour. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question d'une certaine façon, parce que je pourrais amener des critères et je pourrais leur dire regardez tel ou tel effectif, tel ou tel équipement, etc. Mais le problème, c'est qu'on va pas non plus faire 3 heures de route, s'installer à l'hôtel pendant 3 mois pour pouvoir. Parfois, on n'a pas vraiment le choix. Et voilà, c'est ça. Donc, on va là où... Et c'est ça le problème. Et d'où l'appel de ce livre, d'une certaine façon, c'est de doter de tous les équipements pour amener toutes les femmes à pouvoir accéder à des soins décents partout. C'est-à-dire que c'est pas aux parents de porter cette responsabilité du choix de la maternité. Ouais, exactement. C'est à l'État de proposer une offre de soins qui soit compétente. Ça. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs qui se mettent en place pour amener les femmes justement à choisir leur maternité et à éventuellement pouvoir s'établir pendant quelques jours avant l'accouchement. Ça ne trouve même pas son public en fait. Et d'où l'importance d'avoir des maternités. Parce que les femmes sont attachées à leur proximité. Exactement, exactement. Et puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas envie de quitter la maison pendant des jours et des jours. Quand on a déjà un enfant. Voilà, exactement. C'est pas facile. Voilà, exactement. Donc la priorité, c'est vraiment de doter à nouveau les maternités partout pour que
pour qu'on se pose même plus cette question-là de comment choisir, parce qu'en fait, il y aura des conditions de sécurité optimales partout et on pourra être sereine dans sa maternité de quartier, disons. Une dernière question, votre ressenti général à tous les deux, est-ce que vous êtes père ? Moi non, mais Sébastien oui. Ouais. Ouais. Votre ressenti humain, émotionnel, après avoir écouté des médecins, des institutions, avoir creusé les chiffres, avoir parlé à des sages-femmes, à des parents, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce qui vous a heurté ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Alors, étonnamment, on n'est pas ressorti abattu de ce livre. On a ressenti de la combativité partout et une considération des mères. Malgré tout, malgré ces difficultés-là qu'on peut traverser, il y a une mobilisation générale, il y a une mobilisation des sages-femmes, des médecins, même des sociétés savantes, des élus, des parents, qu'ils soient endeuillés ou pas, parce que cette question de la maternité, c'est une question centrale pour notre société, et surtout ça veut dire énormément si on ne valorise pas assez l'accouchement, ça dit énormément de l'état de notre société. Mais on n'est pas sorti abattu parce que il y a tout un ensemble de solutions qui sont apportées. Il y a des acteurs qui portent des solutions. Il y a cette envie de construire ensemble encore, quel que soit qu'on appartienne à la communauté médicale et scientifique ou à la communauté politique ou à la société civile. Simplement, il y a quand même une grande frustration de tous les acteurs parce que on n'a pas l'impression d'être entendu, du monde politique et malheureusement parce qu'il y a aussi une déconsidération de la question des premiers jours, des questions de la maternité, au contraire de la question du grand âge par exemple. Et ce déséquilibre-là, on essaie d'y répondre avec ce livre-là parce que au-delà de ce que ça veut dire de l'état de notre société, il y a des cas très concrets auxquels il faut répondre. Par exemple, on parle de mortalité infantile, donc on parle forcément de parents endeuillés. Il faut répondre à ces cas-là. C'est-à-dire que quand nous, on est allé parler à ces parents, d'ailleurs, on leur accorde un chapitre entier, ce qu'ils nous disent, c'est d'abord qu'ils sont seuls, qu'ils ne sont pas entendus, et puis, évidemment, qu'ils sont en colère et qu'ils culpabilisent parce que on les considère tellement peu, ou en tout cas, on les met un petit peu de côté parce que quelque part, c'est gênant pour tout notre système de santé d'avouer sa faute. On les met tellement de côté qu'ils prennent toute cette charge eux-mêmes, tout seuls dans leur coin. Il y a ce deuil qui est là, ce deuil avant la vie, alors qu'ils préparaient la vie, et personne ne leur apporte de considération. Donc, on est combatif parce qu'on se dit, on peut pas imaginer que dans notre société, on reste muet, silencieux, sourd aussi face à ces cas-là. Donc voilà, il y a plus qu'à espérer, mais voilà, on est plutôt combatif. Et ce qu'on retient de ce livre, en tout cas quand on ressort de cette enquête-là, nous, quand on l'a terminé, c'est compliqué, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, tout n'est pas perdu, donc je dirais plutôt ça. Ouais. Juste un point sur le modèle suédois. Est-ce que si on essayait de les imiter, quel est leur taux de mortalité infantile et est-ce que la solution c'est de susciter plus de vocations de sages-femmes en les rémunérant mieux ou en embauchant plus pour avoir une patiente, une sage-femme? C'est quoi l'équation? C'est ça, oui, bien sûr, il faut mettre plus de moyens, il faut créer des vocations. D'ailleurs, et puis aussi, en les rémunérant mieux, on va, au-delà de créer des vocations, on va aussi retenir celles qui veulent partir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande part des sages-femmes qui n'en peuvent plus et qui ne retrouvent pas le métier qu'elles voulaient épouser à l'origine. Donc oui, ça c'est une première chose. Ensuite, le modèle suédois, il est aussi important au-delà des effectifs sur le transport médicalisé, par exemple. Et ça, c'est important pour les mères parce que même si on habite loin, par exemple, et c'est vrai que en Suède, les maternités sont pas très nombreuses. En fait, elles épongent beaucoup d'accouchements. Pour le coup, on pourrait d'une certaine façon parler d'usine à bébé, sauf que non, parce que les cadences déjà ne sont pas infernales parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes, mais aussi parce que il y a un transport médicalisé qui amène les femmes, quel que soit leur lieu d'habitation, jusqu'au lieu d'accouchement, et ce qui empêche un certain nombre de complications. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, on voit de plus en plus d'accouchements inopinés, c'est-à-dire sur le bord de la route ou dans la voiture, malheureusement, ou dans le camion des pompiers, mais sauf que le camion des pompiers, les pompiers, ils ont pas de quoi faire accoucher, donc ils font comme ils peuvent. En Suède, il y a ça. Donc c'est vrai que je pense que si on devait
s'inspirer du modèle suédois, c'est surtout sur ces deux morceaux-là. C'est beaucoup plus de sages-femmes pour qu'il y ait plus d'écoute, plus de personnalisation des soins, parce que il faut créer un nid pour les femmes enceintes. Et de l'autre côté, éviter que le trajet, que le transport soit une source de stress. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai que les sages-femmes nous ont beaucoup dit, c'est terrible quand on accueille une femme qui vient pour accoucher et qu'on voit dans ses yeux tout le stress du trajet, toute la peur, voilà, l'angoisse. Et après, c'est très compliqué de la ramener d'une certaine façon dans un état plus serein. Et ça peut amener aussi des complications. Donc voilà, c'est sur ces deux aspects-là. Mais c'est vrai que quand on parle aux politiques de tous bords, ils sont tous d'accord avec ça. Donc très bien, il y a un consensus. Le problème, c'est qu'on attend des moyens là encore, et ça tarde à arriver. Ouais. Merci beaucoup Anthony. Je rappelle le titre du livre d'Anthony Cortès et Sébastien Lerquin, 4,1, le scandale des accouchements en France, chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.